nous avons poursuivi par trois types d'auditions. Le premier type d'audition, nous avons voulu entendre parler d'immunologie. Donc, nous sommes juste allés chercher ce qui est peut-être parmi les plus grands immunologistes du monde, que vous connaissez probablement, le professeur Alain Fischer, qui est le père de la première thérapie génique française, si vous vous souvenez de l'épisode des bébés bulles. Juste pour nous, je vais vraiment très résumer parce que ça a été très long, très technique. Déjà, il n'est pas très surpris finalement, moins que nous le sommes, sur la variabilité des effets du virus, puisque vous notez que ça va de aucun effet jusqu'à la mort. Donc, on a vraiment une latitude très très forte et que finalement, c'est probablement sous-jacent ce qu'on avait déjà, par exemple, pour la varicelle, lié à notre variabilité individuelle, qu'elle soit immunologique et au-delà génétique. Il a souligné, alors là c'est très technique et j'en suis désolé, l'importance de la voie interféron, ces fameuses interleukines, interféron 1 et 3 pour être précis, et qui jouent un rôle majeur pour bloquer ce virus, et qui effectivement, on pense que les adultes qui sont les sévèrement touchés sont ceux justement qui ont déjà un problème sous-jacent de déficit de production de ce type d'interféron. Et comme par hasard, le surpoids, puisque vous savez qu'il y a souvent des comorbidités pour les cas les plus graves, eh bien, diminue la production de ces interférons. On constate d'ailleurs exactement la même chose sur d'autres attaques pulmonaires type bronchiolite. Et on sait que les virus, c'était déjà le cas du SRAS, c'était déjà le cas du MERS, sont capables d'inhiber la production de ces types d'interférons. Donc vous voyez qu'on commence à comprendre la mécanique. Et c'est bien l'exemple type de la nécessité du temps long en recherche en santé. Quelques points autres, bien sûr, la problématique des anticorps neutralisants. Vous savez, ces anticorps que l'on produit pour se débarrasser du virus. La question reste posée de savoir s'ils vont nous protéger quelques semaines, une fois qu'on a été infecté, ou est-ce qu'ils vont nous protéger plus longtemps. Il n'y a pas de réponse claire à ce stade. On le sait parce qu'on n'a pas la durée nécessaire pour le savoir. Simplement, il nous a rappelé effectivement que l'immunité pour les autres coronavirus était une immunité assez brève, mais quand même en moyenne autour de 2 ans. Ensuite, on a parlé du vaccin, c'est un thème qui est un thème d'actualité aujourd'hui, et il nous a rappelé qu'il y avait 4 conditions pour réussir le vaccin, et vous comprendrez, je pense que vous commencez à comprendre que très vraisemblablement, on ne s'en sortira pas de cette pandémie sans ce vaccin. Les 4 conditions, 3 ne sont pas scientifiques. La première, déjà, il faut trouver un vaccin, et vous savez que ce n'est pas acquis, même s'il y a plus d'une centaine d'essais, c'est toujours compliqué de trouver un vaccin, même si on en trouve un qui ne fonctionne que partiellement. Deuxièmement, eh bien, il faut envisager de le produire, ce vaccin. Et je ne sais pas si les acteurs imaginent, c'est des milliards de doses qu'il va falloir produire, puisqu'il va falloir produire un vaccin à l'échelle de la planète. C'est une situation absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Il va falloir aussi garantir l'accessibilité de ce vaccin à la totalité de l'humanité. Et puis, un autre problème, qui n'est pas le problème moindre, surtout quand on est français, c'est aussi faire accepter ce vaccin, parce que vous n'êtes pas sans percevoir qu'il, depuis toujours dans ce pays, il y a quelques fous, moi je dis les choses telles que je pense, ou plus ou moins même peut-être criminels, qui s'amusent à essayer de dissuader les gens de se vacciner. Donc c'est peut-être l'occasion aussi, on en reparlera plus tard, d'une réflexion et d'une campagne très sévère dans ce domaine-là, sinon nous ne sortirons pas collectivement. Dernier point, je vais finir sur cette première audition, c'est plutôt sur une réflexion de la part du professeur Fischer sur la relation dont on aura reparlé entre la recherche et la société. Il a trouvé que, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup trop d'expressions médiatisées qui, la plupart du temps, étaient relativement hors de propos. On n'a cité personne, mais on pense à beaucoup de monde forcément. Il y a pour lui une triple responsabilité, celle des scientifiques qui doivent être totalement responsables de leurs propos et avoir peut-être aussi des moyens de contrôle. Une responsabilité des médias, une responsabilité des politiques. La prudence des discours et des annonces doit être la première règle, et il aimerait insister sur les effets délétères sur la perception des patients quant au traitement. On a vraiment vu une manque de rigueur tragique, valable aussi bien pour les traitements comme pour les vaccins. S'il doit être lancé un vrai sujet de réflexion, avec peut-être la réflexion d'une charte des scientifiques et des médecins sur la communication uniquement sur des propos qui ont été scientifiquement validés. On a beaucoup disserté là autour, mais je vous passe cette dissertation. Ensuite, nous avons auditionné 2 collègues, cette fois-ci généticiens. Je vais être plus bref là-dessus. Jean-Laurent Casanova, qui est professeur à l'Université de Paris, et aussi donc à Necker,
mais aussi à l'Université Rockefeller de New York, et le professeur Abel, tous les deux donc cofondateurs du laboratoire de génétique humaine. Oui, parce que maintenant, je pense qu'on commence à percevoir, on pouvait s'y attendre, que la variabilité de l'action des virus, comme je l'ai dit tout à l'heure, est sous-tendue par d'autres variabilités génétiques. Donc, je vais faire très bref parce qu'ils ont été assez diserts, ils n'ont pas voulu nous dire grand-chose, ce qui m'a laissé donner l'impression qu'ils avaient trouvé des choses, mais que pour l'instant, comme elles ne sont pas publiées, eh bien, elles sont sous le sceau du secret. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris plutôt des jeunes patients, maximum la quarantaine, plutôt bien portants, et ils ont regardé effectivement des jeunes patients bien portants qui, eux, sont allés malheureusement jusqu'au bout du process de la pathologie et qui ont pu présenter cette fois-ci une forme grave, mettant même en jeu le pronostic vital. Tout ceci fait partie d'un programme mondial qui s'appelle le COVID Human Genomic Effort et qui regroupe plus de 600 institutions et plus de 50 pays. Il y a 100 patients comme ça dont le génome a été totalement séquencé en France, à peu près 200 aux États-Unis. Et eh bien, je vais juste abréger. Manifestement, ils ont trouvé, comme ça avait été fait d'ailleurs par le passé pour d'autres pathologies virales, très clairement des associations entre des variations génétiques et le degré de gravité de la pathologie. Je pense qu'il va falloir surveiller la littérature scientifique dans les semaines qui viennent pour en savoir un peu plus. Et puis, cerise sur le gâteau, nous avons terminé cette fois-ci par l'audition d'un psychiatre psychanalyste parmi les plus connus que vous connaissez tous, qui est Boris Cyrulnik, avec lequel je dois avouer nous avons eu un moment plutôt délicieux et enrichissant. Là aussi, très difficile de résumer cette discussion. J'en donne quelques points. Lui, bien sûr, insiste sur le fait que si les 2 mois de confinement étaient manifestement totalement nécessaires pour la protection physique, bien sûr, ça peut correspondre aussi, et ça correspond souvent à une agression psychique en parallèle. Nous entrons tous, nous rappelle-t-il, en confinement avec un capital très différent en termes social, en termes culturels, en termes familial. Et bien sûr, nous avons donc des éléments qui vont influer les capacités de protection psychologique de chacun d'entre nous. Ceux qui ont plutôt un capital élevé, eh bien, finalement, sortiront du confinement sans trauma et entreront dans un processus, avec son mot-clé que vous connaissez tous, de résilience apaisée. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, pour tous ceux qui sortent d'un confinement dans un contexte d'instabilité familiale, voire de violence, d'illettrisme ou autre. Donc, ça veut dire que pour cette catégorie-là, ils pensent que le confinement a été un traumatisme beaucoup plus fort et que la sortie sera certainement sera totalement différente. Ils pensent à l'accélération de l'illettrisme chez les enfants, des comportements asociaux renforcés chez certains adolescents, voire des situations dépressives et de dépression chez les adultes. Il faudra, selon lui, vraiment, il faudrait réfléchir à un accompagnement psychologique et social de la sortie pour cette dernière catégorie de population. Donc, je vais être très bref. Il a simplement aussi voulu insister, et c'est toujours bon à entendre de la part de gens qui ne sont pas du tout politiques et très loin du mondillo politique qu'est le nôtre, sur le fait qu'ils ne voient pas bien comment cette crise covidaire aurait pu être menée et en tout cas drivée différemment par quelques politiques que cela soit. Et lui considère que ce qui a été fait était ce qu'il fallait faire. Je vous remercie.